Ce beau plateau de la TFM pour être encore avec les enfants, pour être avec tous les élèves du Sénégal, pour leur permettre de continuer les cours et surtout de savoir qu'ils ne sont pas en vacances pour pouvoir reprendre, Inch'Allah, le 2 juin et de faire correctement les examens de fin d'année. Docteur inspecteur, vous l'avez dit, plateau très très vivant, très jovial. C'est pour le plaisir des enfants, surtout le plaisir des tout petits. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de couleurs. C'est pour vous garder avec nous afin de passer et de partager une journée très très studieuse. C'est dans la salle des profs, mais dans la salle des profs aussi, nous avons le docteur Massamba, comme toujours. Docteur Massamba, bonjour. Nous vous retrouvons chez vous grâce à la magie de la technologie. Bienvenue, docteur. Pas encore l'autorisation des enfants pour sortir, donc je reste à la maison pour... Mais je pense que la maison aussi est faite parce que ma maison naturelle, c'est la salle de concert. Je voudrais réitérer l'ensemble des cours pour continuer les cours, quoi qu'il avec ou sans moyens, nous allons continuer. Le soutien de la Fondation exclusivement, nous avons le soutien de la TFM. Et j'ai une très bonne nouvelle pour Astou parce que la salle des profs vient d'être intégrée dans la plateforme Solidarité Covid-19 de la francophonie. Et nous avons aussi la confirmation que désormais nous faisons partie des plateformes et des cours qui sont dispensés sur l'ensemble de la francophonie dans plus de 88 pays et dans les 5 continents. Nous avons une troisième langue d'Internet qui est le français que nous utilisons aujourd'hui. Tous les collègues qui sont là et leur dire ceci. S'il y a un mot que j'ai envie de dire à tous les professeurs, à tous les enseignants du Sénégal, c'est merci. Merci de nous donner le courage de continuer. Merci aussi de montrer que les enseignants sont du combat pour lutter contre Covid-19. Merci beaucoup, docteur Massamba. En tout cas, félicitations à vous, docteur Massamba, car vous êtes à l'honneur, vous êtes au devant, vous avez été, je pense, tout le temps avec nous. Si aujourd'hui on parle de la salle des profs de la télévision Futur Média au Sénégal, en Afrique et dans le monde, je pense principalement c'est grâce à vous. Merci à vous, merci à l'équipe technique, mais aussi merci à tous ces enseignants qui ont accepté de faire le sacrifice de venir tous les matins et de partager avec nous des moments extrêmement difficile parce que quand on parle de corona, quand on parle de pandémie, c'est toujours la peur au ventre que certains acceptent de quitter la maison. C'est pas facile, c'est très très difficile. Ils acceptent de faire des sacrifices, de quitter leur famille et de venir partager avec les enfants du pays. Inspecteur, une bonne nouvelle, mais quand même dire merci, bravo à tous ces enseignants. En tout cas, moi, je suis émue quand je vois leur engagement, leur détermination, leur volonté d'aller jusqu'au bout avec nous. Effectivement, parce que les enfants sont des anges, ce que j'ai dit ici sur un plateau. Et pour pouvoir être à la hauteur, il faut savoir s'élever. Et quand on travaille pour les anges, forcément Dieu va rétribuer. Donc c'est sous cet angle que je vois cette récompense qui, je ne dirais pas, est venue à son heure, mais c'est dans l'ordre naturel des choses. Donc encore une fois de plus, c'est un appel que nous lançons aux parents et à toutes celles et ceux dont la charge est sur des enfants, qu'ils s'occupent bien de ces enfants, tout en sachant que quels que soient les efforts et les peines qu'on aura fait sur des enfants, tôt ou tard, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu va rétribuer parce que les enfants sont des anges et c'est la famille de Dieu. Merci beaucoup, inspecteur Damsek. À vous aussi, merci pour tout le sacrifice. Merci aussi aux apprenants, à ces chers enfants, ces élèves qui se lèvent tôt le matin et qui partagent avec nous la salle des profs. Sachez que c'est un honneur pour nous de vous recevoir tous les matins. Restez avec nous et la journée va commencer. Elle sera belle, je vous le promets. Très, très bon courage. Nous avons déjà au tableau M. Thior qui nous accompagne depuis le début de la semaine. Il est avec nous. Nous avons vu les activités numériques avec vous autour de la fraction. Nous avons vu aussi quelques règles de grammaire, d'orthographe et de conjugaison avec le futur antérieur. Aujourd'hui, vous revenez, j'imagine, avec toujours le même plaisir, naturellement. Ce sera toujours un plaisir de revenir à Astou, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, le partage, c'est ce que nous apprenons à nos enfants. Alors voilà, c'est nous qui devons donner l'exemple pour que cette chose soit bien vécue et intégrée par les enfants. Ce sera toujours un très grand plaisir d'être là pour pouvoir aider ces enfants qui sont à la maison. Merci beaucoup. Et ils ont accepté de rester avec nous sur ce plateau de la télévision Futur Média dans la salle des profs. À vous l'honneur, M. Thior. C'est ça, merci une fois encore. Voilà, chers apprenants, je vous dis un grand rebonjour.
parce que ça fait, je crois, la 3e fois qu'on se présente pour travailler ensemble, parce que le travail n'est pas individuel, mais c'est toujours collectif. Je suis là, mais à votre niveau aussi, je vois que vous êtes prêts pour que nous puissions entamer. Aujourd'hui, on verra, on va voir une leçon d'orthographe. Le titre, peut-être, bon, aujourd'hui, je vais essayer de le laisser pour voilà, le courant de la leçon. Au cours de la leçon, à vous-même, vous allez me donner le titre de la leçon. Mais pour ça, il faut qu'on parte d'un contexte et d'une consigne, la situation. Alors, on nous dit, pour le contexte, Ibrahima ira en sortie à Ziguinchor. Quant à Charlotte, nous ne la verrons qu'en juillet, quand ses examens seront passés. Consigne, trouve 3 homophones dans ce texte. Voilà, M. Thior qui termine son texte. Et voilà la situation d'aujourd'hui. On a un texte qui a été donné et on nous demande de trouver 3 homophones qui se trouvent dans ce texte. Alors, à partir de ces 3 homophones, nous allons pouvoir dérouler la leçon d'aujourd'hui. Mais avant ça, alors Alpha va nous donner au moins un homophone qui se trouve dans le texte. Excusez-moi. Alpha, qu'est-ce que tu as trouvé? Quand? Très bien. Ça, c'est le premier mot que tu as trouvé. Est-ce que ce mot a un autre homophone? Voilà, dans le texte. Alpha, toujours alpha. Lequel? Quel quand? Très bien. QU apostrophe EN. Alors, on va laisser alpha et on va aller voir Aram. Aram, est-ce que tu as vu un autre homophone, puisqu'on a dit de donner 3 homophones qui se trouvent dans le texte? Est-ce que tu as vu un autre homophone qui se trouve dans ce texte? Lequel? Comment tu l'écris? Q, U, A, N, D. Très bien. Alors, Dominique, est-ce que c'est fini? Oui, pourquoi? Très bien, on a dit de donner seulement 3 homophones dans ce texte. Et ce sont ces homophones-là maintenant qui feront l'objet de notre leçon d'aujourd'hui. Ça veut dire, la leçon d'orthographe d'aujourd'hui, la leçon qu'on verra, portera sur ces 3 homophones, quand et quand. Ils se lisent tous de la même manière. Il faut rappeler que des homophones sont des mots qui ont la même prononciation, même s'ils ont une écriture différente. Alors, pour revenir toujours à la leçon, au contexte et à la consigne, les mots, les homophones qu'on a donnés, c'est quand, et quand. On dit qu'ils sont des homophones, mais ils ne s'emploient pas n'importe comment. Je ne me réveille pas un beau jour, je fais une phrase, Ibrahima ira en sortie à Ziguinchor, quand, et je mets QU apostrophe EN. Ça répond à des règles. Et ces règles, j'aimerais bien que Mama Yandé nous donne la première. Par exemple, quand est-ce qu'on emploie quand? QUANT. Mama Yandé. Très bien. On emploie quand? QUANT. Quand c'est suivi d'une préposition. Et quelle est la préposition dans ce contexte, dans ce texte? A, avec accent. Très bien, Mama Yandé. Ici, on emploie l'homophone quand, QUANT, quand il est suivi de la préposition A. Mais est-ce que seulement c'est quand il est suivi de la préposition A? Non. Oui, Charles? Très bien. Il peut être suivi aussi de O, AU. Très bien. Il peut être suivi de AUO, ou bien il peut être aussi suivi de AU. AUX, c'est-à-dire le pluriel de AU. Qu'est-ce qu'on peut retenir par là? Quand est-ce qu'on emploie quand? Dominique revient. Quand est-ce qu'on emploie quand? QUANT. Très bien. On emploie quand? QUANT quand il est suivi de la préposition A
O ou bien O sans X, AU, ou bien O, AU, AUX. Alors, on va passer au deuxième. Il faut retenir celui-là, pour que quand on reviendra, on verra quelle est la différence entre les trois homophones. Quand QU apostrophe EN, quand est-ce qu'on l'emploie? Yaay Fatou, quand est-ce qu'on emploie quand QU apostrophe EN? Très bien. On emploie quand QU apostrophe EN, quand on peut le remplacer par que en. Très bien. On emploie quand QU apostrophe, quand on peut le remplacer, QU apostrophe EN, quand on peut le remplacer par que en. Et pourquoi maintenant dans la phrase on ne met pas que en? Toujours Yaay Fatou. Pourquoi on ne met pas que en? Vous voyez, quand je dis que en, ça sonne mal. Alors pourquoi on ne met pas que en? Yaay Fatou? Très bien. On ne met pas que en. Pourquoi? Parce qu'ici on a appris au CP, C1, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand un mot termine, quand une lettre muette termine un mot, et que le deuxième mot qui suit commence par une autre lettre muette, c'est-à-dire deux voyelles, la rencontre de deux voyelles, on élimine l'un. Et on élimine celui-là pour le remplacer par l'apostrophe qui va nous donner quand. Et au lieu de dire que en, il ne reviendra que en juillet, on va dire il ne reviendra qu'en juillet. Parce que quand deux voyelles se rencontrent, on élimine l'une et on met l'apostrophe à la place de cette voyelle. Ça voudrait dire quoi? On emploie quand QU apostrophe EN, quand on peut le remplacer par que en. Mais le que en, il ne faut pas le remplacer directement dans la phrase. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, dans ma tête, je vais essayer de remplacer quand QU apostrophe EN, voilà, par que en. Si je peux le remplacer, si c'est possible, alors j'utilise QU apostrophe EN. Très bien. Alors pour l'homophone 3, quand QU AN D, quand est-ce que je dois l'employer? Quand QU AN D. Oui, Yvonne? Quand est-ce que j'emploie quand QU AN D? Très bien. J'emploie quand QU AN D quand je peux le remplacer par lorsque. J'emploie quand QU AN D quand je peux le remplacer par lorsque. La preuve, regardez, quand UU AN D, nous ne la verrons qu'en juillet lorsque ces examens seront passés. Ibrahima ira en sortie à Ziguinchor quand à, regardez bien la préposition qui suit, c'est A avec accent. Charlotte, quant à Charlotte, nous ne la verrons que en juillet. Mais étant donné qu'on ne peut pas dire que en juillet, je l'ai dit tout à l'heure, on le remplace par QU apostrophe EN. Alors, qu'est-ce qu'on a à retenir de la leçon d'aujourd'hui? Ça veut dire, c'est l'emploi de quand QU ANT, quand QU apostrophe EN, et quand QU AN D. Quand est-ce qu'on emploie quand QU ANT? C'est quand il est suivi de la préposition A avec accent ou bien de AU ou bien de AUX. Quand est-ce qu'on emploie quand QU apostrophe EN? C'est quand on peut le remplacer par que en. Quand est-ce qu'on emploie quand QU AND? C'est quand ça marque le temps et aussi il peut être remplacé par lorsque. Voilà ce qu'on a à retenir de la leçon d'aujourd'hui. C'était l'emploi de quand et de quand. Alors, une fois chez vous, je vais vous donner un exercice, mais une fois chez vous aussi, vous pouvez jouer avec des phrases, essayer de remplacer des mots ou des phrases par quand et quand. Voilà les trois règles qu'on a à voir aujourd'hui en orthographe, c'est les homophones quand et quand. Merci beaucoup, M. Thior. Je pense que c'est bien clair avec les homophones aujourd'hui au tableau pour les enfants, pour les tout petits. Une règle d'orthographe à retenir, mais je pense qu'en plus de quand, nous avons aussi le vers se dirige vers le vers. Tout à fait. Je pense que... Il y a beaucoup d'homophones et voilà, on crée beaucoup de confusion aussi, surtout en production d'écrit. Les enfants ont tendance à confondre voilà, les homophones. Par exemple, A et A, ils ne savent pas
à un moment donné, A avec accent ou A sans accent, quand est-ce que je dois l'employer. Tout ça, il y a des règles à suivre. Et si c'est par rapport à la leçon d'aujourd'hui, si on suit ces règles-là, c'est sûr qu'on ne va pas se tromper. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Thior. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans la salle des profs pour vous permettre d'échanger avec les tout petits qui sont à la maison. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est bien clair pour quand et quand. Donc, il faut essayer de retenir. On utilise peut-être quand, Q-A-N-T, quand c'est suivi de A avec accent naturellement. Je dirais pas naturellement parce que ça peut changer. Quand c'est suivi de A avec accent ou bien O avec X. Et pour quand, Q-U, apostrophe E-N, quand on peut le remplacer par que-en. Et pour quand, Q-A-N-D, quand ça marque le temps. Ou bien quand on peut le remplacer par lorsque. Je pense qu'ils ont la possibilité d'aller vers des livres de grammaire, d'orthographe et de conjugaison pour un peu fixer ces connaissances-là. Merci beaucoup, M. Thior. Tout à fait. Et je veux juste attirer l'attention, parce que là, l'orthographe, la grammaire et la conjugaison, ce sont les disciplines outils. C'est juste pour pouvoir faire une très bonne production, que ce soit orale ou bien écrite. Alors, il faut s'armer de ces règles de base-là pour pouvoir faire de très bonnes productions. Et au passage, fait un coucou à mes élèves. Merci beaucoup. Ils sont de quelle école? Chris 3, Nord-Foire. Nord-Foire, très bon dans courage. Dans l'IF des Almadies. Merci beaucoup. Chris 3, Nord-Foire. Très bon courage à tous ces élèves et à l'ensemble des élèves du pays. Merci beaucoup, Monsieur Thior. Je pense que c'est bien clair. Et pour les exercices, ils pourront avoir ça sur la page Facebook. D'habitude, je vais vous laisser ça. Voilà, sur la page Facebook de la salle des profs ou bien sur igfm.sn. Alors, chers apprenants, élèves en classe de CM2 ou bien à l'école primaire, très bon courage. Et nous restons dans la salle des profs. Inspecteur, je pense que c'est bien clair. Il l'a dit tantôt, l'orthographe, la grammaire ou bien tout ce qui est conjugaison, c'est quand même le matériau, les outils qu'utilisent les élèves. C'est la base, en fait. Oui, il l'a bien dit, c'est ça. Et pour ces homophones-là qui ne sont pas des homographes, c'est-à-dire les mots que l'on prononce de la même façon, c'est les homophones, vous le savez. Quand on prononce deux mots de la même façon, on les appelle homophones. D'accord? Le dernier quand aussi, vous pouvez avoir lorsque, ça peut être aussi pendant que, ou bien au moment où. D'accord. Par exemple, il sort quand je dors, au moment où je dors. Donc, félicitations, c'est vraiment important parce que même certaines grandes personnes peuvent aussi mélanger ça. Ne pas aussi dans l'analyse, vous avez quand qui est une locution, quand on est dans quand à la, quand-au, ou bien quand aussi qui est un adverbe. Hein? Quand dors-tu, quand viens-tu. Donc, je pense que vous pourrez approfondir aussi à la maison. Félicitations, M. Thior, et bonjour à tous les élèves de Chris 3 de Nord-Foire. Merci beaucoup. Bonjour à tous les élèves. Et c'est de la part de tonton inspecteur qui a déposé un peu la craie, mais ce sera juste pour quelques moments. Il va revenir avec vous et ce sera avec plaisir. Quelqu'un qui revient dans la salle des profs. Il s'agit de M. Mangane. M. Mangane, bienvenue. Professeur d'histoire et de géographie. Il était là il y a quelques semaines avec nous pour voir les différents systèmes économiques. Et aujourd'hui, il nous revient avec plaisir pour un autre cours, une autre présentation. Merci beaucoup. Oui, vous avez raison, parce que nous, on est obligés de revenir et de revenir. Avec plaisir. Parce qu'effectivement, après la géographie, on est obligé de venir faire histoire. Mais sans histoire, hein, sans histoire. Alors aujourd'hui, donc, comme effectivement on reprend le 2 juin, il faut préparer les examens. Il faut préparer les examens, ce qui est sûr que nos élèves de 3e vont faire le BFM. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est venu avec une épreuve. Hein? Mais maintenant, voilà, la première épreuve c'est ça. Même pour tous les professeurs. Histoire, géographie, mais surtout, bon, comme EPS n'est pas là, c'est les mathématiciens qui vont faire ça. D'accord. Donc on va faire, parce que nous avons 2 épreuves. La première épreuve, c'est dissertation. C'est le sujet 1. Le sujet 2, c'est le commentaire dirigé. Bon, il y a des élèves qui choisissent déjà depuis le début de l'année, ce qui n'est pas bien. Je dis que quand il y a possibilité de choix, il faut choisir. Hein? Il faut choisir, il faut prendre le temps de choisir. Mais la plupart choisissent commentaire dirigé.
Bon, pour faire le commentaire du jeu, parce qu'il croit que c'est plus facile, mais en réalité, c'est une épreuve extrêmement, pas très difficile, accessible, mais quand même qui demande beaucoup d'efforts. Et mon professeur, M. Watt, que je salue au passage, me disait que pour être un bon historien, il faut maîtriser la technique du commentaire. En troisième, on fait le commentaire dirigé. Alors, voilà. Je vais vous proposer un commentaire avec un texte. Voilà le texte. Alors, en commentaire, si vous avez votre épreuve, Astou, quelle est la première activité à faire? Vous dites, je vais faire commentaire, n'est-ce pas? Alors, vous allez faire commentaire, vous avez choisi commentaire, l'épreuve est là. Qu'est-ce que tu dois faire? Je vous attends. Lire le texte. C'est la première activité. On ne peut pas faire commentaire sans lire le texte, parce que le commentaire porte sur un texte. Aujourd'hui, nous avons un texte, l'impérialisme, une nécessité vitale pour le Japon. Le Japon n'a pas le choix. Il doit mourir de faim s'il ne peut établir sa domination. Pays hautement industrialisé, son sol ne recèle aucune des matières premières indispensables à la grande industrie, ni fer, ni charbon. Et ce qui est plus angoissant, l'agriculture japonaise ne peut nourrir l'immense population qui se développe et passe de 33 millions en 1872 à 70 millions en 1934. L'accroissement se poursuivant au rythme actuel d'1 million par an. Comment nourrir ce surplus de 40 millions d'habitants alors que l'industrie n'est pas basée sur des richesses naturelles? Dans les campagnes aussi, la misère est générale et des populations entières connaissent la famine. À l'encontre d'autres impérialismes, l'impérialisme nippon ne peut s'expliquer par une nécessité vitale, mourir ou s'étendre. Tel est le dilemme. Exporter ses produits ou le trop-plein de sa population, tout aussi impérieuse, l'obligation de se procurer des matières premières, d'où l'impulsion irrésistible à l'expansion sous toutes ses formes, celle des armes, s'il le faut, là où des résistances se manifestent, guerre économique sur tous les fronts. Le texte est tiré de Revue économique internationale, Bruxelles 1934. Ensuite, l'élève lit la consigne. La consigne, c'est les questions. Les questions, par exemple, ici nous avons une question. Identifier les principales causes de l'impérialisme japonais étudiées par le texte, puis relève 2 expressions justifiant une cause de votre choix. Voilà. C'est dans le texte la réponse. On revient au texte. On relit le texte avec en appui votre brouillon. Et quand vous relevez le texte, il y a un ensemble d'éléments qui vous orientent. Qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît que les principales causes de l'impérialisme japonais qui sont traitées dans le texte, c'est les causes économiques, c'est les causes démographiques. Maintenant, la question est complexe parce que c'est une question à 2. Relève 2 expressions justifiant une cause de votre choix. Là également, il y a un choix. Mais on vous demande de choisir une des causes. Là, on peut choisir les causes économiques. Et il y a des passages du texte qui permettent de démontrer que la cause économique est bien étudiée par le texte. Par exemple, si on choisit les causes économiques, qui est mon premier choix, je dis l'immense population se développe. C'est pourquoi j'ai mis les guillemets, parce que c'est le texte qui s'exprime. L'immense population se développe et passe de 33 millions en 1872 à 70 millions en 1934. L'accroissement se poursuivant au rythme actuel d'1 million par an. Parce que le Japon a connu une surpopulation. Vous voyez, la deuxième expression que l'on peut tirer, c'est exporter le trop-plein de sa population. Donc le Japon a besoin de terre pour exporter son surplus de population. Ou bien il y a un deuxième choix qui peut s'offrir à l'élève, c'est les causes démographiques. Et là, dans les causes démographiques, il y a également 2 expressions. Le pays hautement industriel
industrialisé, son sol ne recèle aucune des matières premières indispensables à la grande industrie, ni fer, ni charbon. Vous comprenez que le fer représente tout ce qui est comme matière première à transformer et le charbon représente tout ce qui est comme source d'énergie qui permettent à l'industrie de fonctionner. Deuxième expression, l'obligation de se procurer des matières premières. Donc, et là, l'élève, n'oublions pas que c'est notre exercice. Ce n'est pas la peine de recopier tout le texte. On ne répond pas à la question en recopiant tout le texte. On répond à la question en relevant. Oui, en relevant, on prend les expressions dont nous avons besoin et c'est noté sur 6. La deuxième question, maintenant, on vous demande à l'aide de vos connaissances. Explique une cause autre que celle évoquée dans le texte. Ça veut dire quoi? Que même si on choisit de faire commentaire, l'élève est obligé d'apprendre ses leçons. Parce que les connaissances viennent effectivement de ces leçons et de ces lectures. Mais en troisième, on peut se limiter. Le programme est tellement vaste que l'élève peut se limiter simplement à apprendre ses leçons. S'il apprend très bien ses leçons, je crois qu'il aura suffisamment de ressources pour répondre à toutes les questions. Quelles sont les causes que nous avons vues dans le texte? On a parlé de causes économiques. On a parlé de causes démographiques. Les causes politiques ne sont pas étudiées par le texte. Donc, je choisis, moi, les causes politiques. Pourquoi? Parce que le Japon a connu des réformes qui ont été engagées par un empereur qu'on appelle Mutsuhito. Et ces réformes, c'est quoi? Il a supprimé le shogunat. Le shogun, c'était le premier ministre, qui était extrêmement puissant pour restaurer le pouvoir impérial à partir de 1867. Il a modernisé l'armée, il a modernisé la marine avec l'appui des Français, avec l'appui des Anglais. Il a institué le service militaire obligatoire à partir de 1872. Et le Japon, l'ensemble de ces réformes-là ont donné une ère qu'on appelle l'ère du Meiji, c'est-à-dire l'ère des Lumières. Vous voyez, parce que le Japon va sortir de sa situation féodale, arriérée, dépassée, voyez, pour devenir une puissance moderne. Le Japon donc devient une puissance, mais qui est en quête de prestige. Vous voyez, parce qu'à l'époque, au XIXe siècle, pour être une grande puissance, il faut avoir un empire colonial, à l'image de la France, à l'image de l'Angleterre. Le Japon également a besoin de se hisser au rang mondial pour devenir une grande puissance sur le plan international. Maintenant, la troisième question, cette question-là, rien que cette question-là, c'est noté sur 7. Vous voyez, donc l'élève gagne facilement des points en histoire. Ça fait déjà 13 points en boîte. 13 points. Les 6 premiers points, c'est le texte qui vous fournit les éléments de ressources. Les 7 points suivants, c'est une partie de la leçon. Donc la moyenne est acquise. La moyenne est dans la poche et ça vous permet de gagner 6 points pour combler les mathématiques, parce que souvent les mathématiques, ça ne marche pas tellement. Alors, la troisième question, c'est à partir d'un exemple précis. Décrit l'expansion impérialiste du Japon en Asie. Mais nous avons 2 exemples. Parce que le Japon fait face à 2 puissances, à 2 États, la Chine et la Russie. Et l'impérialisme japonais se manifeste dans ses rapports avec la Russie et avec la Chine. Donc on a 2 exemples. Mais la question nous dit, à partir d'un exemple, c'est plus facile maintenant. Vous voyez, si vous avez pu donner la guerre sino-japonaise, c'est déjà formidable. Si vous faites la guerre russo-japonaise, c'est déjà bien. Ce n'est pas parce que tu as bien appris tes leçons maintenant que tu vas perdre ton temps à faire les 2 exemples, alors qu'on t'a demandé de faire un seul exemple. De toute façon, même si tu fais les 2 exemples, tu ne peux pas dépasser les 7 points qui sont accordés. Donc l'élève peut gagner du temps parce qu'il y a la géographie également qui attend. Alors, si on choisit l'exemple, la guerre sino-japonaise, et là je vais poser la question, mais pourquoi on ne nous a pas dit chino-japonaise? Parce que c'est les complexités de la langue française aussi. Voilà, qu'on ne peut pas comprendre aussi. Chino-japonaise, qui s'est déroulée de 1894 à 1895. Qu'est-ce qui se passe? La Chine est un immense pays, plein de richesses. Mais elle manque d'une organisation politique et militaire sérieuse.
En face de la Chine, dans le Pacifique, se trouve le Japon, une puissance économique, bien armée, mais pauvre en ressources. En août 1894, le Japon attaque la Corée qui est sous la domination chinoise. La Chine, l'armée japonaise, mieux équipée, mieux organisée et plus moderne, multiplie les victoires sur l'armée chinoise. Avec le traité de Shimonoseki qu'ils ont signé, les deux pays, pour mettre fin à la guerre, le 17 avril 1895, la Chine reconnaît l'indépendance de la Corée. Elle cède au Japon l'île de Formose qui est devenue Taïwan, l'archipel de Pescadores, j'ai du mal à... tellement c'est très complexe, et la péninsule de Liaodong en Mandchourie, la Mandchourie du Sud. La Chine s'engage également à payer au Japon d'importants dommages de guerre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le règlement des conflits, les règles, en réalité, c'est les règles du vainqueur. Voilà, c'est pourquoi, même s'ils ont fait la guerre, et que le Japon a provoqué la guerre, mais comme la Chine a perdu la guerre, c'est à la Chine de payer les dommages de guerre. Le deuxième exemple, c'est la guerre russo-japonaise, 1904-1905. Parce que la Russie, depuis le 19e siècle, est à la recherche de mer chaude. C'est ce qui a expliqué d'ailleurs que la Russie est présente en Asie centrale pour trouver une mer chaude dans le golfe Persique. Alors, cette expansion maintenant du Japon dans le Pacifique va inquiéter la Russie. C'est la raison pour laquelle les Russes qui sont installés dans Port Arthur vont être préoccupés, irrités par l'expansion japonaise. Dans la nuit du 8 au 9 février 1904, la flotte japonaise attaque la base navale de Port Arthur. Le Japon déclare finalement la guerre à la Russie le 11 février 1904. La perte de Port Arthur et la défaite de Mukden obligent le tsar Nicolas II, le tsar c'est le souverain de la Russie, a accepté la médiation du président américain Theodore Roosevelt, qu'il ne faut pas confondre avec l'autre Roosevelt, comment il s'appelle encore, son cousin, qui va mener la Deuxième Guerre mondiale. Franklin Delano. Mais attention, hein, quand on est fille d'historien, c'est sincèrement, on ne perd pas les noms. Les leçons qui reviennent. Mais non, sincèrement, je suis très content. Et voilà une élève qui suit très bien. Alors, le traité de Portsmouth va être signé le 5 septembre 1905 et accorde d'abord la partie sud de l'île de Sakhalin au Japon, va accorder un bail sur la péninsule de Liaodong dans le territoire de Guangdong. Enfin, la Russie évacue la Mandchourie. La Mandchourie est la partie utile de la Chine. Parce que la Chine, l'essentiel du territoire, c'est un énorme pays, immense, un pays à la taille d'un continent, mais malheureusement qui est colonisé par les montagnes. Donc la Mandchourie est la partie la plus utile de la Chine parce qu'elle est effectivement constituée de plaines. Et il reconnaît l'influence japonaise en Corée. Port Arthur devient une base japonaise. Qu'est-ce qu'il faut tirer de cette leçon? Le Japon, nous l'avons dit, le texte le dit. Vous voyez, le Japon n'a aucune ressource. Et aujourd'hui, le Japon se révèle comme une puissance économique, militaire et politique dans le Pacifique. Et donc, sur quoi repose le développement du Japon? Notamment, le développement du Japon repose sur ses ressources humaines. Et tous les pays du monde ont des ressources humaines. Mais également sur l'éducation. Les Japonais sont allés à l'école américaine. Les Japonais sont allés à l'école anglaise, à l'école française. Mais également, les Japonais se sont basés sur leurs valeurs traditionnelles. Donc, on peut se développer avec l'éducation, on peut se développer avec les ressources humaines, on peut se développer effectivement en se basant sur ces valeurs traditionnelles. Et toutes les traditions se valent. Voilà donc la conclusion qu'on peut faire.
qui porte sur l'impérialisme japonais, mais on en a profité également pour expliquer cette leçon 10 du programme d'histoire de 3e. Merci beaucoup, professeur Mangane, professeur d'histoire et de géographie. Si j'ai bien compris tout à l'heure, M. Thior disait que le matériau pour les élèves qui sont à l'école primaire reste l'orthographe, la conjugaison, la grammaire, mais ici, le matériau pour l'élève reste les leçons, le texte et beaucoup de précision et de vigilance. Oui. Mais les leçons et les textes également, c'est la grammaire, l'histoire, voilà. Donc c'est global. C'est pas isolé. C'est par des communautés pédagogiques qu'on les a dispersés. Mais aucun élève ne peut comprendre un texte s'il ne maîtrise pas les règles de grammaire. Même la ponctuation. Ici, vous voyez que le texte est truffé de ponctuation, d'éléments de ponctuation. Même la lecture, si vous sautez le point-virgule qui est là ou bien la virgule qui est là, ça peut complètement bouleverser le sens du texte. Donc les élèves ont à apprendre toutes les disciplines, et parce que toutes les disciplines se valent. Voilà. Merci beaucoup. Vous revenez quand? Bon, je vais revenir sûrement pour faire éducation civique. Parce qu'après après géographie, histoire sans histoire, vous l'avez remarqué, on va sûrement faire de l'éducation civique parce que nous en avons besoin, surtout en ces moments-là où vraiment on fait appel à nos valeurs de civisme et de patriotisme. Voilà, histoire sans histoire, avec beaucoup de sourires. Voilà. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup, professeur Mangane. C'est un plaisir pour nous encore de vous recevoir dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias. Inspecteur, je pense que c'est bien clair et en guise de conclusion, il nous a laissé une belle leçon. Un peuple, un pays peut se développer avec ses ressources humaines, avec l'éducation et ses valeurs traditionnelles. En effet, c'est très juste et il l'a bien dit. Et d'ailleurs même la loi d'orientation de l'éducation nationale, cette loi-là que tous les instituteurs et les acteurs connaissent, la 91-22 du 16 février 1991, dans ses différents comportements, et même au niveau du préambule aussi en parle. Donc ancrage dans ses valeurs avant de s'ouvrir. Et aussi les sciences telles que les mathématiques et les technologies aussi sont au cœur. Et pour cela, si on n'en dispose pas, après être réellement ancré dans ses valeurs, maintenant on peut s'ouvrir pour aller apprendre chez l'autre ce que nous n'avons pas. Et ça va faire une bonne mayonnaise qu'on va servir à Dr Massamba pour le rayonnement du Sénégal. Hein? Voilà, l'enracinement et l'ouverture, comme disait Senghor. Le président poète. Merci beaucoup. Merci beaucoup, inspecteur Dame Seck. Nous attaquons la dernière partie aujourd'hui dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias. Et c'est pour accueillir M. Niang. M. Niang, bienvenue. M. Niang, que nous découvrons, que nous accueillons avec plaisir pour la première fois dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias. Après l'histoire, nous attaquons les sciences de la vie et de la terre. Monsieur Niang, merci d'être là. Bonjour tout le monde, bonjour Assou, bonjour tonton inspecteur, comme disent les tout petits. C'est toujours un réel plaisir de partager, surtout sur ce beau plateau de la TFM, quand même pour venir en aide et participer à l'élan de solidarité au niveau national. Donc, et dire aux élèves, même s'ils sont restés chez eux, nous serons toujours avec eux. Oui. Merci pour la disponibilité. Et aujourd'hui, nous allons voir avec vous la reproduction des mammifères, un cours destiné aux élèves de terminale, je pense bien, et c'est avec les sciences de la vie et de la terre. À vous le tableau, M. Niang. Oui, c'est une leçon, c'est une partie qui est de leçon de la reproduction chez les mammifères. Et cette étape de la leçon s'intitule donc les différentes étapes donc, de la fécondation, donc la fécondation chez les mammifères. On va prendre donc l'exemple de l'homme. Vous savez que l'homme fait partie donc des mammifères. Et on va dire qu'est-ce qu'un mammifère d'abord. Un mammifère, c'est quoi? C'est tout simplement un être vivant, animal, possédant des mamelles, donc capable donc, de donner du lait à la naissance à leurs petits. Et l'homme fait partie donc de ces catégories d'animaux. Donc, c'est pourquoi on l'appelle et on le qualifie de mammifère. Ok.
dans cette leçon, puisque nous sommes dans un cours presque frontal, nous allons tout simplement décliner quelques objectifs. OK? Ici, on va essayer d'abord de décrire et de caractériser les différentes étapes de la fécondation. Ensuite, expliquer le mécanisme, le mécanisme assurant la reconnaissance entre les gamètes. Décrire aussi les transformations nucléaires et cytologiques déclenchées par la pénétration d'un spermatozoïde dans un ovule. Et enfin, expliquer le mécanisme assurant donc tout simplement ce qu'on appelle la monospermie. Voilà. Et nous allons donc, avant tout, définir donc la fécondation. La fécondation, c'est tout simplement une étape très importante dans la reproduction. Elle est précédée par l'accouplement, et qui permet la rencontre entre un gamète mâle appelé spermatozoïde à N chromosomes et un autre gamète femelle appelé ovocyte à N chromosomes, qui sont capables de s'unir pour former une cellule appelée œuf, qui est le point de départ d'un nouvel individu. Voilà, en grosso modo, donc, la définition donc, de la fécondation. Maintenant, avant d'aller dans le fond du sujet, il faut rappeler tout simplement que les élèves doivent connaître les gamètes d'abord. Qu'est-ce qu'un gamète? Un gamète est une cellule reproductrice capable de fusionner avec une autre cellule reproductrice du type complémentaire pour donner un être vivant. Ce sont chez l'homme les spermatozoïdes et les ovules. Et parmi ces gamètes-là, donc, on a ici un schéma d'un spermatozoïde. Et comme vous l'avez bien vu, un spermatozoïde est formé donc d'une tête aplatie, qui est là, une tête aplatie. Et dans cette tête, vous avez à l'intérieur un gros noyau, qui est là. Et ce noyau est coiffé par une structure qu'on appelle l'acrosome, et donc qui est un sac. Et ce sac contient des enzymes. Ces enzymes, on verra plus tard à quoi elles vont servir. Mais vous avez aussi une autre partie qu'on appelle la pièce intermédiaire, qui est riche en mitochondries et qui sont productrices d'énergie pour la locomotion donc des gamètes. Et enfin, vous avez un long flagelle servant à la locomotion donc du spermatozoïde pour mouvoir donc dans les voies génitales de la femme. Maintenant, ça c'est le gamète de l'homme. Comme chez nous, les hommes, on voit toujours les hommes qui portent des chapeaux, des bonnets. Et là, vous avez un spermatozoïde qui porte un bonnet. C'est l'acrosome. Donc les mouchiers, partout si vous les voyez, il faut qu'ils portent des bonnets parce qu'à partir de celui même, les spermatozoïdes portent un bonnet qu'on appelle l'acrosome. Et on va passer au gamète femelle qu'on appelle l'ovocyte. Si vous regardez bien, ce gamète est plus coquette que les spermatozoïdes. C'est pourquoi même les filles aussi sont plus coquettes que les garçons. Et vous verrez bien que ce gamète, il est entouré par une couronne de cellules folliculaires. Et tenez-vous bien, comment on appelle cette couronne? On l'appelle la corona. Mais ce n'est pas lequel coronavirus, c'est la corona radiata, ça veut dire la couronne rayonnante. Donc, ce gamète est très rayonnant, ce qui fait qu'il est très coquette. Donc, si une fille est coquette, c'est très normal, parce que la cellule d'où sort ces filles-là, ces cellules-là aussi sont très coquettes. Donc, elles sont armées de cette couche de cellules folliculaires qu'on appelle donc la corona radiata. À l'intérieur duquel aussi, nous allons voir que l'ovule humain est entouré donc de cellules folliculaires qui sont là, d'une zone pellucide, ici en couleur jaune, zone pellucide qui est là. Ensuite, d'une membrane plasmique qui est là, délimitant un cytoplasme dans lequel se trouvent donc des granules corticaux. Ces granules corticaux qui sont proches donc de la membrane et un noyau qui est bloqué en division de métaphase, de deuxième division de méiose. Et ce gamète présente ce qu'on appelle un premier globule polaire. Et quand vous voyez un gamète pareil,
s'il n'y a qu'un seul globule polaire, dites-vous que le gamète n'est pas encore fécondé. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas encore eu rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte. C'est lorsque vous verrez un deuxième globule polaire que vous dites qu'il y a donc la fécondation. Et voilà ce que je voudrais donc rappeler sur la structure des gamètes. Maintenant, pour aller dans le vif du sujet, okay, on va voir maintenant les différentes étapes de la fécondation. Et on va noter 4 principales étapes. La migration des gamètes dans les voies génitales femelles, la phase de rencontre entre un spermatozoïde et un ovocyte, la phase de pénétration du noyau du spermatozoïde dans le cytoplasme ovocytaire et la karyogamie ou fusion entre les deux noyaux. Avant même d'aller dans le vif du sujet, je voudrais tout simplement revenir sur une petite comparaison entre le spermatozoïde et l'ovule. Regardez bien la taille. Le spermatozoïde a une taille très petite, 53 micromètres chez l'homme, alors que chez la femme, l'ovule donc, est très grande avec des dimensions allant de 200 micromètres. Au niveau du cytoplasme, vous verrez que le cytoplasme du spermatozoïde est peu abondant, parce qu'il n'y a pas presque de cytoplasme, peu de cytoplasme, parce que c'est dans le cytoplasme que se trouvent des réserves. Ça veut dire que le spermatozoïde n'a pas beaucoup de réserves, il y a peu de réserves. Et pourquoi chez l'ovule il y a beaucoup de réserves? C'est très simple, parce que c'est le spermatozoïde qui va aller donc se loger dans l'ovocyte. Il sera accueilli. Et c'est comme on dit chez nous en Wolof, c'est comme ça. C'est la femme qui prépare de la nourriture à l'homme. Et c'est la même chose ici au niveau donc, des cellules. Donc, on verra que le cytoplasme de l'ovocyte est bourré de réserves, alors que le cytoplasme donc, du spermatozoïde, il n'y a que peu de réserves. C'est donc compréhensible puisque c'est le spermatozoïde donc, qui va donc, pénétrer et être accueilli au niveau donc, du spermatozoïde. Et là, l'autre comparaison, on verra que ce qui est de la mobilité, grâce à leur flagelle, les spermatozoïdes sont capables de se mouvoir donc, dans les voies génitales. C'est pourquoi donc, ils sont mobiles. Alors que, puisque l'ovocyte n'a pas d'appareil locomoteur, on dira qu'il est immobile. Et à la limite, il n'effectue que des mouvements passifs. Et la structure originale qu'on trouve, c'est tout à l'heure que j'ai parlé de l'acrosome. C'est ce chapeau-là qui contient donc des enzymes. Et ce sont ces enzymes-là qu'il va utiliser pour dégrader donc, la membrane de l'ovocyte pour arriver donc, au niveau du cytoplasme de l'ovocyte. Et ce qui est de l'ovule, la structure originelle, c'est ces cellules folliculaires, mais aussi vous avez la membrane complexe autour de l'ovule. Ces membranes-là que nous allons décrire après. Et enfin, nous allons voir le métabolisme et le nombre émis. D'abord, le métabolisme, on verra que les spermatozoïdes sont très actifs parce que tout à l'heure, dans la pièce intermédiaire, il y a beaucoup de mitochondries et on sait que les mitochondries sont les centrales énergétiques de la cellule. Et c'est pourquoi ils sont très actifs et ces mitochondries-là permettront donc au flagelle de bouger, de se déplacer. Et pour ce qui est du nombre émis, on verra que dans les voies génitales de la femme, après l'accouplement, des centaines de millions de spermatozoïdes sont émis. Alors que chez la femme, l'ovaire émet donc 1 à 2 ovules. Soit c'est un seul ovaire qui va donner un ovule, ou bien les 2 ovaires, chacun donc le nombre est quand même relativement très bas par rapport au nombre de millions fournis par donc l'accouplement chez le mâle. Voilà donc quelques comparaisons que donc, je voulais faire. Voilà, maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet, les différentes étapes de la fécondation. Si on revient toujours sur ce plan-là, on avait dit qu'on va distinguer 4 étapes. La première phase, c'est la phase de migration des gamètes. Les gamètes sont les cellules sexuelles. Et cette première phase, vous avez la migration d'abord de l'ovocyte
parce que c'est l'ovaire qui expulse l'ovocyte. Et une fois expulsé, l'ovule est capté par le pavillon. Et par la contraction du pavillon et les mouvements péristaltiques de la trompe, l'ovule est emmené jusque-là, au niveau de cette partie, le tiers externe de la trompe qu'on appelle l'ampoule tubulaire. Voilà le mouvement ou bien le déplacement qu'effectue l'ovule. Mais lui, il ne se déplace pas. C'est tout simplement la contraction de l'oviducte et les mouvements des cils qui se trouvent donc qui l'amènent à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est des spermatozoïdes, après l'accouplement, de 100 à 600 millions de spermatozoïdes sont déposés donc, dans le vagin. Mais attention, les spermatozoïdes vont rencontrer d'abord un premier obstacle. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a les sécrétions bactéricides et acides donc, du vagin qui peuvent amener à tuer plusieurs millions de spermatozoïdes. Donc ce n'est pas un milieu quand même très doux pour les spermatozoïdes, mais c'est un milieu quand même qui est très hostile. Donc au départ c'était 100 à 600 millions et tout de suite près de 100 millions de spermatozoïdes donc, vont mourir. Les rescapés, grâce à leur flagelle, vont se mouvoir jusque là, c'est-à-dire au niveau du col de l'utérus. Et là aussi, il y a un autre problème. Ils vont rencontrer un autre obstacle. Et quel est cet obstacle-là? C'est l'obstacle de la glaire cervicale. Le col de l'utérus sécrète un mucus appelé glaire cervicale. Regardez bien dans ces deux cas présents. Ici, vous avez un blocage donc, de la migration des spermatozoïdes par la glaire cervicale, surtout dans une période hors d'ovulation. Ici, vous avez le passage des des spermatozoïdes au sein des mailles larges d'une glaire cervicale de bonne qualité. Donc ça veut dire que la glaire cervicale peut s'opposer donc à la migration des spermatozoïdes. Et là, dans beaucoup de cas, la glaire cervicale s'oppose donc à la progression des spermatozoïdes. Et là, beaucoup aussi vont périr, vont mourir. Ce qui fait qu'il y a peu de spermatozoïdes aussi qui vont être dans comme on appelle l'Eurogroupe des rescapés et qui vont maintenant se déplacer pour entrer dans la grande cavité donc de l'utérus. Cette grande cavité aussi, ce n'est pas aussi facile, il faut se battre. Et à partir de là maintenant, les spermatozoïdes rescapés vont frotter leur tête sur la paroi de l'utérus pour se débarrasser d'une coque protéique qui s'était revêtue au niveau des testicules. Vous savez que dans la reproduction, pour qu'un spermatozoïde soit fécond, il faut qu'il passe d'abord dans un organe, dans le testicule qu'on appelle l'épididyme. L'épididyme donc va couvrir d'une coque protéique la tête des spermatozoïdes pour les protéger contre les sécrétions séminales. Maintenant, arrivé au niveau de la cavité utérine, il faut que les spermatozoïdes se débarrassent de cette coque pour être féconds. Et là, c'est pourquoi ils vont se frotter leur tête sur la paroi donc, de l'utérus pour se débarrasser de cette coque. Et là, à partir de là, l'ovaire, on ne sait pas quel est l'ovaire qui a ovulé, parce qu'il y en a deux ovaires, gauche et droite. Maintenant, l'ovaire qui a ovulé et l'ovocyte sécrètent des substances qu'on appelle fertilisines qui attirent et orientent les spermatozoïdes vers le lieu où se trouve l'ovocyte. C'est extraordinaire. Donc, l'ovaire et l'ovocyte attirent. C'est comme si, avec les filles, vous sortez le soir, hein, il y a des garçons qui sont là, vous mettez votre parfum. Hein, les filles sont très coquettes, vous mettez votre parfum. Et quand vous passez, on dira, ah, ça c'est un bon parfum. Et c'est la même chose. Donc, l'ovaire et l'ovocyte sécrètent des substances qu'on appelle fertilisines qui attirent les spermatozoïdes vers le lieu où se trouve l'ovocyte. Ce phénomène-là, c'est ça qu'on appelle le chimiotactisme positif. Et en quelques heures, donc, les spermatozoïdes donc, qui ont flairé quand même ce parfum-là, ce chimiotactisme-là, vont s'orienter donc vers l'ovocyte. Et là, au départ, ils étaient 100 millions, et là,
il ne reste qu'une centaine de spermatozoïdes. Vous voyez donc le périple, donc cette longue migration donc ou bien cette longue marche des spermatozoïdes est très périlleuse. Et à partir de ce moment-là, commence donc la fécondation. Donc on va plutôt donc revenir peut-être demain. Car c'est passionnant, je suis tentée de dire, ce sont les miracles de la reproduction. De la vie aussi. Oui, de la vie, oui, Ouais. oui, oui. Donc vous revenez demain? Certainement, mais quand même je voudrais vraiment remercier encore une fois de plus la TFM et faire un coucou à mon école, c'est-à-dire le lycée Limodac, et à ma petite famille. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Niang, pour ce beau cours, cette belle présentation autour de la reproduction des mammifères, principalement l'homme. Et quand je dis l'homme, c'est avec H majuscule, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, vous allez revenir pour la suite, parce que quand même, voilà, nous en avons découvert des choses, énormément de choses avec vous. C'est vrai, le temps est, ça va vite, ça file, mais il faut dire que je pense, ils ont pris bonne note. C'est extrêmement clair. En tout cas, pour moi, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci, le plaisir Merci est beaucoup. partagé. Tout le plaisir est pour moi. Inspecteur, avec cette présentation de M. Niang autour de la reproduction des mammifères, nous pouvons dire que la vie est un combat, et le combat commence très très tôt, pas seulement à la naissance. Déjà avec les spermatozoïdes, il faut savoir se battre. C'est très fascinant, et je pense que El Hadj Gningue Samb, le docteur de Mbour, doit être très content. Et cette bataille-là, tu l'as dit, il faut être persévérant. Car même Dieu dans le Coran, il le dit, il est avec les endurants, les persévérants. Inna Allaha ma'a sabirin. Et donc, c'est partout. Si vous voulez réussir, partout, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, il faut, comme l'a dit Assoumel, être persévérant, être endurant et surtout être très patient. Merci beaucoup, inspecteur. Et maintenant, avant de finir, nous allons retrouver docteur Massamba. Docteur Massamba, rebonjour. Vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, et nous avons vu un cours autour de l'orthographe avec M. Thior, un peu d'histoire avec M. Mangane, et pour finir, un peu de sciences de la vie et de la terre autour de la reproduction. En tout cas, c'est de belles leçons, mais aussi de belles leçons de vie, docteur Massamba. Mais oui, d'ici, avec le recul, et je suis totalement dans la salle des profs, parce que autant nous avons voyagé sur les 3 camps, comme je dis, le professeur l'instituteur a pu montrer quand même très facilement aux élèves comment, par une stratégie d'intelligence, on peut arriver en remplaçant les mots par des prépositions ou des locutions, comment on peut arriver à comprendre la seule différence entre le camp avec T et le camp avec D. Il a si bien montré, le camp avec T ne va jamais seul. Et c'est un peu heureux, il ne va jamais seul. Le camp avec D, il peut aller seul. Quand on vous demande, on vous dit, M. Thior viendra, vous pouvez juste dire quand. Il va. Le camp avec T est un peu heureux, il ne va jamais seul. Ce que je disais toujours à mes élèves de 6e, et je voudrais vraiment le féliciter. M. Thior, je te félicite du fond du cœur et je te demande de persévérer, de continuer et d'avoir autant de générosité pour l'enseignement. Un cours est simple quand les objectifs sont simples, ils sont ciblés. 3 notions pour 15 minutes et 3 notions sont explicitées en 15 minutes. Mon cousin Mangane m'a taquiné un peu, il a taquiné les professeurs de français. Il nous a demandé pourquoi on dit sino-japonais et pas chino, rappelant juste que c'est du latin, que la formation des adjectifs vient toujours du latin, et que cela vient du latin sinaïe, de l'ancien latin, qui désignait du temps du roi Ptolémée, 2e siècle après Jésus-Christ, une communauté qui vivait en Extrême-Orient. Donc c'est pourquoi quand on a découvert l'homme de Pékin 2 millions d'années, on l'appelle le Sinanthrope. Donc Sino vient du nom latin de la Chine qui veut dire Sino. Donc les profs d'histoire ont l'habitude de taquiner les professeurs de français, mais nous ne sommes pas compliqués, nous partons toujours du latin et du grec pour former les adjectifs. Je voudrais aussi le remercier pour la clarté de sa démarche, parce qu'il a expliqué exactement ce qu'on a retrouvé dans le cours de résumé
de notre collègue qui était passé. Nous avons retrouvé aussi la même chose dans le cours de commentaire suivi de M. Jean Cyr, qui ont expliqué comment, à partir d'une bonne lecture, on peut arriver à régler des questions qui sont posées dans une consigne. Je terminerai par la brillante prestation de Monseigneur, notre collègue de FVT, qui me rappelle juste ceci. Il a mis en contexte le coronavirus et la présentation de l'ovule, de la partie génitale féminine, d'un aspect. Et il nous a juste expliqué ceci. Naître est une chance. Naître est une chance. Quand à partir de 2 millions de spermatozoïdes, on arrive à être sélectionné, c'est une chance. Et cette chance-là, on ne doit pas jouer avec. Vivre aujourd'hui, au temps du coronavirus, c'est avoir été sélectionné à partir de 2 millions de possibles. Si nous avons cette possibilité-là aujourd'hui, nous devons préserver aussi ceux qui ont eu la chance de naître. Et c'est pourquoi nous devons continuer, malgré l'allègement des mesures, à nous conformer aux directives des médecins. Nous ne devons pas faire ce que nous voulons parce que vivre est une chance. Et à ce que nous avons la chance de vivre cette heure avec vous dans cette salle des profs, vivement le prochain cours et Monseigneur viendra demain. Sinon, j'enverrai la police le chercher parce qu'il faut qu'il termine ce qu'il a bien commencé. Merci beaucoup, Dr Massamba. Mille merci pour cette belle synthèse. Comme toujours, vous l'avez dit tantôt, dans la vie, il faut faire preuve de persévérance. Et je pense que l'héroïne de ce livre de Fatidien en est une belle preuve. Khady Myriam fait partie de ce lot de malheureuses, de victimes, de coupables, de frustrées. Elle est passée de la lumière à l'ombre, mais avec courage, avec abnégation. Elle a pu revenir à la vie grâce à quoi? Grâce à la confidence, grâce à l'écriture, mais aussi grâce à son courage. Donc, soyons courageux, soyons persévérants, essayons de nous battre et lisons encore, comme disait Mandela, et lire avec un crayon à la main. C'est vrai, c'est un tout petit crayon, c'est pour éviter qu'on me le prenne à la maison. Donc, prenons le temps de lire avec un crayon, chers petits, chers enfants. Si le livre ne vous appartient pas, prenez un petit carnet, mettez les nouveaux mots et après essayez de chercher la définition avec l'aide de M. Thior. Nous allons au fur et à mesure avancer la définition, synonyme, antonyme, dérivation, tout ce qui tourne autour du mot est même homophone et ça vous permet d'enrichir votre dictionnaire personnel, c'est capital. Et essayons d'être persévérants, essayons d'être courageux si possible, mais aussi prenons le temps de lire et n'oubliez pas votre livre de la semaine, n'oubliez pas vos fiches. Demain encore, nous serons là pour vous servir ensemble, nous y arriverons. Merci à tous, merci aux enseignants et mille merci à l'équipe technique. Excellente journée à vous.